Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire organisé par la CCI France-Suisse en collaboration avec KPMG. Pour ceux qui peut-être ne nous connaissent pas encore, la CCI France-Suisse a pour mission d'informer, d'animer et de fédérer la communauté d'affaires franco-suisse, une action que nous menons depuis plus de 125 ans grâce à nos 3 bureaux à Genève, à Zurich et à Bâle, où je me trouve actuellement. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter ce webinaire consacré à l'égalité salariale en entreprise. Au cours des dernières années, la pression sur les entreprises s'est en effet faite plus grande dans l'objectif d'atteindre une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour des fonctions équivalentes. Récemment, la loi fédérale sur l'égalité entre les hommes et les femmes a été modifiée et les entreprises comptant 100 employés ou plus doivent terminer d'ici le 30 juin 2021 leur première analyse portant sur l'égalité de rémunération. Toutefois, toute entreprise, qu'elle ait plus de 100 employés ou non, peut bénéficier de divers avantages offerts par la loi et mettre en place des outils de gestion. Alors, pour vous présenter ces différents aspects aujourd'hui, nous accueillons 2 intervenants. Tout d'abord, Monsieur Cédric Rigoli, Senior Manager chez KPMG et expert certifié en matière d'égalité salariale. Et c'est également un expert reconnu par le Bureau fédéral d'égalité salariale. Monsieur Brice Raté, qui sera notre témoin, est directeur des ressources humaines pour la Société Générale Private Banking Suisse, qui vient justement d'obtenir une certification en matière d'égalité salariale. Brice témoignera donc sur la démarche de son entreprise vers cette certification. Alors, avant de céder la parole à Cédric, je vous invite, cher public, à interagir et à nous faire part de vos éventuelles questions en utilisant la fonction Q&R qui est juste en bas de votre écran, et nous les traiterons tout au long de ce webinaire. Je vous informe également que la session est enregistrée et sera diffusée en replay sur nos réseaux dans quelques jours. C'est maintenant à Cédric que je vais céder la parole. Bien le bonjour. Bonjour, et merci beaucoup pour cette introduction. Pour moi, l'égalité salariale est un sujet que je trouve passionnant. C'est plus que simplement la loi. J'aimerais commencer par une citation que je donne souvent. C'est la suivante. Il y a une exigence que ce qui est semblable soit traité de la même façon, dans la même mesure de la similitude, et ce qui est dissemblable soit traité différemment dans la mesure de la dissemblance. Cette citation, je vous rassure, n'est pas d'un grand philosophe, c'est extrait d'un arrêt du tribunal fédéral suisse, et c'est ici le cœur du problème de l'égalité salariale, tout ce qui touche avec la similitude et tout ce qui touche avec la dissemblance. Avant de parler plus en détail de ces éléments pratiques, vous avez ici, on va dire en quelques mots, mon CV, peut-être juste pour donner le cadre général par rapport à ma présence ici. Je suis responsable au niveau suisse chez KPMG de tout ce qui touche avec l'égalité salariale, quel que soit le service. Et j'ai participé également au groupe de travail de l'organisation FETIA Expert Suisse qui a chargé toute la méthodologie d'audit, qui a collaboré avec le Bureau fédéral de l'égalité, avec l'Office fédéral de la justice, afin de déterminer quelles étaient les règles à suivre dans le cadre de cette loi. Parce que lorsque vous lisez la loi, à la fin, vous vous posez généralement beaucoup de questions. Ce que j'aimerais vous montrer également, c'est ce que vous allez voir sur la page suivante, c'est le dernier communiqué de presse en matière d'égalité salariale qui est ressorti de l'Office fédéral des statistiques. Lorsque je fais des présentations sur le domaine de l'égalité salariale, généralement, ce sera un peu difficile de le faire ici, mais je pose une question. La question que je pose, c'est de dire qui, au sein des personnes qui sont présentes ici, discrimine volontairement et consciemment les hommes ou les femmes au sein de leur entreprise. Lorsqu'on pose cette question, généralement, je vous rassure, il n'y a aucune main qui se lève. Lorsque je vais à l'étape suivante, je pose la question de savoir, est-ce que vous supposez qu'il y a un problème de discrimination au sein de votre entreprise? À ce moment-là, vous en voyez en principe 1 ou 2 mains qui se lèvent, mais pas beaucoup plus. Par contre, ce que vous voyez à l'écran ici, ce sont les statistiques fédérales et qui vont remettre en cause la perception des personnes. En 2018, ce sont les derniers chiffres qui sont disponibles dans le cadre de l'enquête suisse sur la structure des salaires. On met en avant que
il existe une discrimination entre hommes et femmes qui était de 19%. Et sur ces 19%, on a 45,4% qui restent inexpliqués. Une partie s'explique par le fait que vous avez des formations initiales qui sont différentes, parce que vous avez des niveaux de compétences qui sont différents, des niveaux en termes de position professionnelle qui peuvent être différents aussi. Mais il reste une partie qui est relativement importante, qui est inexpliquée, et c'est le but même de l'analyse de l'égalité des salaires. L'autre élément que je trouve intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il existe une discrimination inexpliquée, tant dans le secteur privé, on voit ici les chiffres, donc c'était 42,9% de parts qui étaient inexpliquées, alors que le secteur public, où tout le monde se dit il y a des structures de salaire, c'est cadré, il n'y a pas de problème, on voit que dans le secteur public, il y a aussi des problèmes qui ont été identifiés, et la part inexpliquée des différences de salaire était de 37,2%, donc on va dire mieux que le secteur privé, mais pas aussi bien quand même que ce que tout le monde pourrait le supposer. Donc, ce n'est pas forcément parce que vous avez un cadre rigide que vous n'avez pas de problème. Qu'est-ce que l'on souhaiterait aborder avec vous aujourd'hui? C'est ce que l'on va voir maintenant. C'est sur la page suivante au niveau des différents éléments. Alors, je vous rassure, l'objectif, c'est de faire à peu près une quinzaine de minutes aujourd'hui. Certaines formations que je donne, comme typiquement celle de la semaine prochaine, durent toute une journée sur le sujet. Mais pour moi, les éléments ici sont ceux que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cette intervention. C'est de comprendre déjà qu'est-ce que c'est l'égalité salariale, comment est-ce qu'on peut comprendre la valeur du travail, comment on va dire que cette personne elle a telle valeur et que cette personne a telle valeur. Quels sont les enjeux de la mise en pratique? C'est ce que l'on verra avec M. Raté. Et finalement aussi, quelles sont les solutions qui existent à ce niveau-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler beaucoup d'une certaine méthodologie qui est la méthodologie de la Confédération qui s'appelle la méthodologie LOGIB. Jusqu'à maintenant, on était limité pour toutes les entreprises de plus de 50 employés. C'était qu'à partir de 50 employés que vous pouviez faire une telle analyse, quand bien même la loi parle de 100. Fait intéressant, depuis hier, la Confédération a mis en place un outil qui permet d'analyser l'égalité salariale à partir de 2 employés. Donc, on voit maintenant que quelle que soit la taille, on arrive à une possibilité de pouvoir réaliser des analyses et prendre ces outils vraiment dans un but de gestion. Donc, regardons maintenant plus en détail l'égalité salariale, qu'est-ce que c'est? Vous avez ici, pour moi, les quelques éléments centraux à retenir en matière d'égalité salariale. La première base, c'est la Constitution fédérale suisse, qui exige, ce n'est pas une demande, c'est une exigence, de dire qu'un homme et une femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. On ne parle pas de salaire égal pour une fonction égale. On ne parle pas de salaire égal pour une fonction égale. On parle de valeur du travail égal. Ça, c'est un des éléments qui est vraiment central dans l'ensemble et c'est ce qu'on va aborder plus en détail après. L'autre élément qui est très important à retenir également, c'est qu'il y a eu un changement au niveau du fardeau de la preuve. Dans le passé, l'employé devait prouver qu'il y avait discrimination s'il voulait ouvrir une action au tribunal, par exemple au prud'homme. Maintenant, ça a complètement changé dans le sens que c'est à l'employé de rendre vraisemblable, pas de prouver, mais de rendre vraisemblable qu'il existe une discrimination. Et c'est ensuite à l'employeur de mettre tous ses efforts possibles pour pouvoir apporter la preuve du contraire. Ce qui est quand même beaucoup plus risqué, entre guillemets, pour les entreprises qui ne se seraient pas préparées. D'où justement, après, un élément qui est sur les similitudes et dissemblances, la citation que je vous ai citée tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que on peut, de manière relativement facile, rendre vraisemblable quelque chose. C'est beaucoup plus difficile après d'apporter la preuve. Et l'autre élément aussi, c'est que lorsque vous avez un litige qui va arriver, s'il arrive, ce que je ne vous souhaite pas bien sûr, vous allez avoir le règlement du litige, mais vous allez avoir la différence salariale considérée comme étant discriminatoire
qui sera payé rétroactivement sur les 5 dernières années. Laissez-moi juste vous donner un exemple de ce qui s'est passé il y a déjà quelques années. Il y a eu, dans le canton de Zurich, une organisation qui représentait les infirmières et les aides-soignantes diplômées du canton de Zurich. Le canton de Zurich a effectué une révision structurelle de sa rémunération. Ils ont mis en place toute une nouvelle échelle, toute une nouvelle organisation, et il en est ressorti, de la part des aides-soignantes, un sentiment de discrimination. Ils ont ouvert une action au tribunal. Ils ont dit, on se sent discriminé, et voilà pourquoi est-ce qu'on pense qu'on se fait discriminer. L'action a été ouverte. Le canton de Zurich a dit, on ne peut pas analyser en tant que tel cette situation-là, puisque oui, nous sommes les employeurs des infirmières, mais bon, le métier d'infirmier, c'est un métier qui est typiquement féminin, donc on ne peut pas forcément comparer un infirmier et une infirmière, parce qu'on a principalement des femmes, mais pas beaucoup d'hommes. Élément intéressant, et là je reviens sur le fameux point de dire les similitudes et les dissemblances que je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Le tribunal administratif a reconnu que la fonction d'infirmière était certes typiquement féminine, mais qu'au sein du canton, il y avait également une fonction qui était typiquement masculine, qui était la fonction de policier. Et le tribunal a demandé une analyse de déterminer quelle était la valeur de travail des infirmières, typiquement féminin, avec la valeur du travail pour le canton des policiers. Qu'est-ce qu'il en est sorti de cette analyse ? Les infirmières ont vu leur salaire mensuel augmenter environ de 500 à 1000 francs par mois. Ceci a généré un coût supplémentaire annuel pour le canton de Zurich de 70 millions et il y a eu des paiements rétroactifs pour un total de 280 millions de francs, ce qui est juste énorme. Et ce que je veux dire par là, c'est que les chiffres peuvent paraître gros, mais c'est typiquement la problématique qui ressort beaucoup maintenant et la nécessité pour les entreprises de s'approprier le sujet de l'égalité salariale. Si on a, sur la page suivante, vous allez voir des éléments aussi à retenir. Je ne vais pas vous le détailler plus que ça, ce n'est pas forcément le but d'aujourd'hui, mais lorsqu'on parle de discrimination, j'aimerais juste vous rappeler qu'il existe une discrimination à l'embauche. C'est par exemple si vous mettez des quotas rigides pour privilégier les femmes, parce que vous dites, je veux engager plus de femmes pour avoir un quota de femmes dans l'entreprise, par exemple, ou c'est si vous octroyez une règle qui est que spécifiquement, on va donner une préférence à un sexe, par exemple. Vous avez la discrimination qui existe au moment de la résiliation des rapports de travail. C'est si le licenciement est basé sur la personnalité de la personne. Et puis après, vous avez justement la fameuse discrimination directe et la discrimination indirecte. Ça, c'est des éléments juste pour vous rappeler tout au long de la vie de ce que l'on peut voir en termes de discrimination. En termes ensuite de méthode d'analyse, c'est la partie en jaune, il en existe diverses, l'équivalence des fonctions, de comparer, d'analyser le travail avec des ratios pour déterminer combien est-ce qu'on va attribuer pour telle activité ou pour la pénibilité du travail, etc. Et vous avez la dernière méthode qui est la méthode maintenant qui est la plus utilisée. C'est une méthode statistique basée sur une formule mathématique et c'est l'élément que l'on va aborder vraiment aujourd'hui. Sur la page suivante, vous allez voir les éléments en lien avec les dispositions légales. Maintenant, je vais donner un peu les éléments, on va dire, qui font peur. Maintenant, je vais vous donner le cadre légal et après, on va discuter des éléments, on va dire, plutôt de solutions, d'approches et de recommandations. Au niveau des dispositions légales, 3 éléments. L'applicabilité, la question du délai et la question de la communication. La loi fédérale sur l'égalité est applicable à tous les employeurs et pas seulement les employeurs de plus que 100 travailleurs. Le point de ces 100 travailleurs ou plus, c'est pour ce qui touche au niveau de l'obligation de vérification. Tout employeur, que vous en ayez 200, 500 ou 3000, vous avez les mêmes obligations en termes de respecter la loi sur l'égalité. Dès que vous avez 100 travailleurs, donc on parle d'employeur headcount, on ne va pas parler de travailleurs
au niveau de équivalent temps plein, etc. Donc, c'est vraiment 100 personnes qui travaillent pour vous ou plus, que vous soyez secteur privé, secteur public. Vous avez une obligation de faire vérifier l'analyse que vous avez réalisée. Les délais commencent à être courts, puisque la première analyse est à faire jusqu'au 30 juin, donc dans 2 semaines. Ensuite, vous avez 1 an depuis la fin de votre analyse pour la faire vérifier par un organe qui est reconnu. Et ensuite, vous avez 1 an depuis la date de la vérification, au maximum, pour communiquer le résultat à vos employés. Il y a 2 niveaux d'exigence en termes de communication. Le premier, c'est que la communication qui est faite aux employés, que vous respectiez l'égalité salariale ou que vous ne la respectiez pas, doit être faite par écrit. Deuxième exigence, c'est que vous devez, si vous êtes une société qui est cotée à la bourse, publier l'information également dans l'annexe aux états financiers. Et finalement, c'est pour une population un peu plus restreinte, mais il existe aussi pour le secteur public une publication des résultats qui est détaillée et non pas un élément agrégé. Maintenant qu'on a abordé la loi, regardons un peu plus en détail comment définir la valeur du travail. Et pour déterminer la valeur du travail, il existe beaucoup de méthodes. Vous allez avoir une méthode qui s'appelle la méthode Abacaba, qui est une méthode qui va mettre une pondération, on va dire, sur différents critères, qui va comparer également avec des éléments au niveau du marché. Vous allez avoir une autre méthode qui va être la méthode de Singal, qui va travailler d'une certaine façon. Vous allez avoir la méthode de la Confédération, qui est la méthode Logip. Vous en avez un certain nombre, mais ce qui est derrière est relativement toujours similaire. C'est qu'on va pondérer les employés pour pouvoir ensuite mettre tout ceci au niveau d'une formule mathématique, c'est une régression mathématique tout simplement. Et dans cette régression, on va déterminer finalement est-ce qu'on arrive ou pas sur une égalité salariale. Si vous vous souvenez, la Constitution fédérale disait un salaire égal pour un travail de valeur égale. Ici, j'aborde plus spécifiquement ce qu'on appelle la méthode Logib, qui est la méthode développée par la Confédération suisse, qui est disponible gratuitement, qui est complètement ouverte, avec publication de l'ensemble du fonctionnement, avec un guide d'utilisateur, par exemple. Et sur cet élément-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on prend 3 paramètres. Et ces 3 paramètres vont être le nœud central de cette régression mathématique. Vous prenez une autre formule, globalement, l'approche sera relativement similaire. Vous aurez peut-être des nuances qui vont intervenir, mais globalement, on reste sur la même approche. Vous avez tout d'abord une variable muette, qui va être la variable qui est analysée. Ici, on va parler de femmes et d'hommes. Vous avez une deuxième variable qui est prise en considération, c'est les caractéristiques personnelles. Qu'est-ce que l'on prend ici dans les caractéristiques personnelles? On va prendre typiquement le niveau de formation. Est-ce que c'est un universitaire avec un master, avec un bachelor? Est-ce que c'est une personne qui a suivi un apprentissage, qui a simplement arrêté ses études à la fin de l'école obligatoire ou qui a été plus loin? Donc, le niveau de formation atteint par l'employé. Ensuite, on va prendre l'expérience de la personne en termes de potentiel des années de service. Donc, qu'est-ce que l'on veut dire par là? C'est qu'on va prendre 2 paramètres. On va dire déjà, la personne est employée chez nous depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 8 ans, 3 ans. Ça, c'est le nombre d'années au sein de l'entreprise. Par contre, la personne, elle a peut-être eu des travails précédemment. Et c'est ce qu'on appelle les expériences potentielles ou les années potentielles actives. Et on va déterminer à partir du moment où la personne a terminé ses études jusqu'à son âge actuel, combien est-ce qu'elle a eu d'années actives. Et cet élément-là est un élément qu'on va prendre en considération parce que ce serait logique qu'une personne qui ait 50 boîtes à une fonction ait le même salaire qu'une personne qui n'est là que depuis 1 an, mais qui a fait 4 années précédemment ailleurs. Même expérience professionnelle, donc théoriquement, le même niveau de caractéristiques personnelles à ce niveau aussi. Et enfin, on arrive sur le 3e domaine,
qui va être les caractéristiques liées au poste de travail. Ici, on va mettre en valeur, et ça, c'est les deux éléments les plus importants dans la méthode. On va mettre tout d'abord en parallèle la position professionnelle dans la hiérarchie. Donc, vous prenez un organigramme, vous déterminez quelles sont les différentes fonctions avec les différents stades au niveau de position professionnelle, et puis ça va vous donner une certaine structure par rapport aux personnes, considérant que la valeur d'une personne qui est tout en haut au niveau de son travail sera plus importante qu'une personne qui sera tout en bas de l'échelle. De la méthodologie aussi, on va prendre en compte le niveau de compétence. Où précédemment, on parlait de niveau d'exigence. Ce niveau de compétence ou niveau d'exigence, c'est pour déterminer dans quelle mesure est-ce que le travail de la personne est relativement contraignant ou exigeant, dans le sens que vous pouvez avoir un travail répétitif et on reste sur un travail répétitif. Vous pouvez avoir un travail qui est peut-être très demandeur en termes de compétences techniques. Par contre, vous pouvez avoir un niveau relativement similaire où vous n'avez pas forcément besoin de compétences techniques, mais de compétences interpersonnelles. Si je fais un lien avec, par exemple, le côté de la psychologie, une personne qui est psychologue aura des exigences très fortes au niveau de cette capacité de pouvoir gérer ces éléments plus personnels. Et cet élément-là, les uns après les autres, vont déterminer la valeur du travail de chaque personne. Je fais une toute petite parenthèse ici. C'est une expérience qui m'est arrivée la semaine passée, donc c'est pour ça que je voulais le mentionner ici. Ici, on a un modèle où on a justement cette variable muette, les femmes et les hommes. Vous pourriez très bien, vu qu'on est ici avec la chambre franco-suisse, un élément qui peut être intéressant, et il y a une personne qui m'a approché pour me poser la question, est-ce qu'on pouvait le faire? Ce n'était pas forcément d'analyser les hommes et les femmes, mais c'était de dire, on analyse les frontaliers avec les non-frontaliers, par exemple, pour pouvoir voir est-ce qu'il existe une discrimination sur cette population-là. Est-ce que c'est possible? Oui, vous pouvez utiliser exactement le même modèle, simplement qu'au lieu de dire que le code homme et le code femme sont hommes et femmes, le code femme sera un type de population d'employés et le code homme sera un autre type de population d'employés. Donc, vous pouvez aller plus loin avec justement cette méthodologie. On a vu maintenant un peu, on va dire, même beaucoup de théories pour comprendre qu'est-ce que l'on a à ce niveau-ci, quels sont les éléments qui sont importants en termes de valeur du travail. Pour moi, ce qui serait important maintenant, c'est de voir quels sont les enjeux de la mise en pratique, donc sortir un tout petit peu du cadre purement, on va dire, théorique. Et pour ceci, donc on a Monsieur Brice Raté, qui est responsable des ressources humaines à la Société Générale Private Banking Suisse. Bonjour. Avant de vous laisser vous présenter, je vais peut-être juste donner le cadre général, c'est-à-dire que lorsqu'on a approché la Société Générale pour ce webinaire, ce que l'on voulait, c'était quelqu'un qui est déjà avancé dans la réflexion, ce qui était le cas. Et puis, on va parler un peu plus tard des solutions, mais pour moi, c'est l'élément qui est assez intéressant, c'est que la Société Générale a voulu aller beaucoup plus loin que simplement la vérification de l'égalité salariale avec une certification volontaire. Mais Monsieur Raté, je vous laisse peut-être maintenant quelques instants pour vous présenter également avant de pouvoir échanger avec quelques questions. Oui, merci beaucoup. En 2 mots, donc Brice Ratez, je suis directeur des ressources humaines pour Société Générale en Suisse. Et donc, en effet, on a été amené ces dernières semaines, ces derniers mois, à beaucoup travailler autour de sujets de l'égalité salariale homme-femme. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Sur la page suivante, on va voir la réflexion un peu que l'on a eue en termes de comment est-ce qu'on peut aborder ces points-là. On va avoir un premier sujet où on va aborder un peu avec vous, de comprendre quelles sont les premières réflexions que vous avez eues, comment est-ce que vous avez abordé cette thématique. On pourrait dire c'est le passé d'une certaine manière. Quels sont les enjeux et problèmes de la réalisation de l'analyse? Alors, vous l'avez
terminé votre processus, mais on est encore un peu sur du présent d'une certaine manière. Et puis après, la question par rapport au futur, bah, qu'est-ce que vous allez en faire de ces éléments-là, de ces travaux et de ces résultats? Donc vraiment cette vision du futur. Donc, pour ce faire, on aurait quelques questions. Ce que je vous propose peut-être, c'est de commencer par rapport au passé. Donc, les premières réflexions, on va dire, comment est-ce que le sujet est arrivé sur la table de la Société Générale pour se dire maintenant, on va prendre ce sujet en main et on va travailler dessus. Ah ben, on n'a pas eu le choix, tout simplement. Non, je plaisante. Enfin, c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps au sein du groupe Société Générale. C'est un sujet majeur qui est vraiment apparu, je dirais, de manière assez forte il y a 2 ans. Et donc, depuis 2 ans, on travaille beaucoup autour de l'égalité salariale homme-femme, avec des politiques assez volontaristes, parce qu'on avait conscience que parfois, il pouvait y avoir quelques décalages. Donc, déjà, depuis 2-3 ans, on s'affaire vraiment à être très attentif sur cette égalité salariale. Et puis, la deuxième raison pour laquelle on s'est penché vraiment sur le sujet, c'est bien sûr le contexte réglementaire qui a évolué en Suisse. Et on s'est dit que c'était une belle occasion à saisir, cette évolution de contexte réglementaire. Et donc, on a souhaité très rapidement se lancer dans un processus d'attestation, certification, d'aller un peu plus en détail avec des statistiques très précises, afin d'avoir encore des éléments de confort pour savoir où la Société Générale se situait. Et puis, je comprends aussi que vous avez plusieurs entités en Suisse. Du coup, comment est-ce que vous avez considéré ceci? Est-ce que vous avez considéré chaque entité séparément? Est-ce que vous avez vu une vision plutôt générale au niveau de Société Générale Suisse? Oui, alors on a deux implantations, c'est juste. On est à la fois présent à Genève et à Zurich. Et donc, on l'a abordé en 2 entités juridiques séparées, avec deux processus de certification, 2 analyses différentes. Pour avoir un maximum de détails et un maximum surtout d'effets de levier derrière, afin de voir où étaient les éventuelles améliorations. Donc, deux analyses, 2 études séparées. Une question, Brice. Donc, la partie géographique de ces deux entités a joué un rôle. Vous êtes allé voir dans le même secteur, dans le même canton, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme différence salariale ou comment on pouvait rééquilibrer par rapport à la position géographique des deux filiales? Non, on est resté sur une approche purement entité juridique. Et donc, parce que on a des effectifs qui sont répartis de manière assez égale entre Genève et Zurich. Et donc, on a souhaité avoir une approche par entité juridique. Merci. Et puis, j'ai entendu que vous avez utilisé un expert, alors je précise qu'il n'était pas KPMG, mais vous avez utilisé un expert pour réaliser les travaux. Pourquoi avoir choisi un expert? Pourquoi n'avoir fait cette analyse au niveau interne, purement? Oui, en effet, on a rapidement décidé de s'appuyer sur un expert, je dirais, pour 2 raisons principales. La première, c'est pouvoir immédiatement bénéficier de toute l'expertise, toute la méthodologie dans l'analyse, hein. Même si on sait que la Confédération met à disposition un outil Logip pour faire les calculs, mais on a souhaité, pour une raison aussi d'efficacité, s'appuyer sur des experts pour cette étude. Et la deuxième raison, c'est aussi, on a anticipé, on souhaitait, on sait qu'on va vouloir aller plus loin au-delà de cette attestation, de cette certification. On a souhaité aller plus loin. Et donc, on va vouloir creuser un peu plus en détail les analyses qu'on a déjà reçues. Et donc là aussi, on sait qu'on aura besoin d'un expert pour nous accompagner sur les pistes, les zones où on peut encore améliorer cette égalité salariale homme-femme. Voilà, donc, c'est 2 raisons principalement. Et puis, de la collaboration que vous avez eue avec lui, comment est-ce que cela s'est fait? Donc, vous avez dû transmettre, je pense, beaucoup d'informations. Quels sont un peu les types d'informations que vous avez dû leur transmettre? Comment est-ce que vous avez travaillé à ce sujet? Oui, ouais, alors c'est peut-être la partie en partage d'expérience, c'est peut-être la partie qui demande le plus de temps. Parce que globalement, le process est assez facile, hein. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps au total. On a fait ça en 3 à 4 mois à peine, hein, je dirais.
le processus de A à Z. Donc, grâce à un expert qui vous accompagne, c'est assez rapide. Par contre, la partie celle qui prend plus de temps, c'est la collecte des données. On nous a demandé pas mal d'informations. Alors, c'est à chaque fois anonymisé, hein, je précise, mais bien sûr, des informations sur les salaires individuels de nos collaborateurs, sur leurs expériences professionnelles, l'ancienneté, leur âge, leur diplôme. Donc, il y a une extraction de notre système de paye qui a été nécessaire. Également, en plus, une extraction de notre système d'information RH pour une autre partie des données. Donc, c'est vrai que ça prend du temps, il ne faut pas le négliger. Ça sollicite l'équipe RH qui doit extraire toutes ces données. Voilà, c'est la partie qui prend un peu plus de temps. Le reste, franchement, c'est très rapide. Et on a eu quelques difficultés pour obtenir certaines données qui étaient manquantes dans nos bases RH. Je pense typiquement, pour vous donner un exemple, le diplôme d'origine de nos collaborateurs. On ne l'avait pas dans nos bases RH. Donc, ça a été une petite difficulté qu'il a fallu surmonter. Donc, on a dû aller récupérer chaque diplôme de chaque collaborateur individuellement, leur poser la question. Voilà, donc ça, c'était la petite mauvaise surprise, je dirais, le petit obstacle, mais qui a vite été levé parce que tout le reste était très rapide. Très bien. Si on regarde maintenant un peu le futur d'une certaine manière, donc vous avez terminé votre processus. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les résultats de ce processus-là? Je pense, alors je ne pas forcément de nous dire est-ce que vous respectez l'égalité salariale ou pas, mais de savoir comment est-ce que vous vous positionnez, comment est-ce que vous avez interprété ces résultats, qu'est-ce que vous en retirez également? Oui, ouais, tout à fait. Non, je peux vous confirmer qu'on a la chance d'avoir cette reconnaissance, et donc on est officiellement la Société Générale en Suisse respecte les directives réglementaires en la matière d'égalité salariale. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est un élément important pour nous, même si on avait finalement peu de doutes, dans le sens où c'est un sujet qu'on travaille depuis quelques années, mais c'est important de le reconnaître. Et donc, voilà, ça va nous permettre, avec cette analyse complémentaire, bien sûr, qu'est-ce que c'est en fait l'output de ces analyses? C'est un document de quelques pages avec pas mal d'analyses statistiques et surtout un chiffre qui est le pourcentage d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Donc voilà, ce chiffre-là est important, mais on souhaite vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, aller au-delà. Et donc, il y a toute une étude qui est proposée par l'expert, qui nous permet d'identifier plus finement là où il reste malgré tout, il faut être honnête, tout n'est pas parfait, il y a encore certaines inégalités. Et donc, on arrive, grâce à cette analyse, à l'identifier. Et c'est nos prochaines étapes, ça va être de travailler autour de ça. Donc, vous allez procéder par étapes à des réajustements de salaire. Ce sont des choses concrètes que vous allez mener? Exactement, ouais, c'est notre engagement. C'était un des objectifs aussi de ce travail-là. On l'avait dit, on l'avait annoncé. Donc, en effet, très, très concrètement, on aura quelques ajustements sur les salaires, parfois des femmes, parfois des hommes, hein, sur certaines fonctions qu'on aura identifiées grâce à ces analyses. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être publiées au sein de l'entreprise, voire à l'externe? Est-ce que ça, ce sont des choses que vous prévoyez de faire? Oui, bien sûr. Je ne vous cache pas que ça va être un axe fort de communication même, hein. Voilà, je trouve que c'est des éléments, surtout dans le contexte actuel, c'est des sujets dont on parle un peu partout, qui sont très importants. Donc oui, on a tout un plan de communication, à la fois en interne, parce que on sait que c'est quelque chose qu'on doit communiquer, et puis on sait que c'est très utile. Donc en interne, mais aussi en externe, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas hésiter, je pense, à relayer. C'est des belles choses. Il faut en profiter. Oui, tout à fait. Ça permet d'acquérir aussi, de viser l'acquisition de certains talents, je pense. Exactement. C'est un deuxième axe fort de ce travail-là. En effet, bien sûr, ça permet de s'assurer qu'en interne, et que nos collaborateurs et collaboratrices sont traités de manière équitable. Mais c'est aussi un outil pour nous, et on le voit aussi beaucoup comme ça, et ça va être nos axes de travail pour demain. C'est un outil fort autour de la marque employeur. Et donc, en effet, si aujourd'hui vous voulez attirer des talents,
Alors, il n'y a pas que ça, hein, bien entendu, mais c'est un élément pour nous qui nous semble majeur afin d'attirer des talents et donc travailler sur notre marque employeur. Donc, finalement, ce travail-là, faut pas le voir, je pense, mais c'est un avis très personnel, comme une ligne d'arrivée. Hein, voilà, le pourcentage final, on passe pas. Je sais pas, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est plutôt un point de départ pour aller encore au-delà. Et c'est comme ça, je pense aussi qu'il faut l'aborder. C'est un travail un peu continu Tout sur le à long fait. terme. Ce sont des jalons que vous avez posés pour pouvoir ensuite travailler vraiment de façon durable sur l'égalité salariale. Exactement. Oui. Merci Brice Raté d'avoir partagé votre expérience avec nous. Cédric, avant de passer sur la dernière partie de votre présentation, j'aimerais revenir sur deux, trois choses que vous avez dites, en particulier des questions d'ordre général. Vous disiez qu'il y avait, vous avez cité l'exemple des infirmières et des policiers, hein, qui était un exemple très parlant. Est-ce qu'il y a encore des écarts salariaux très différents aujourd'hui en fonction des industries? Est-ce qu'on a encore des métiers, voilà, on a encore des métiers très genrés? Est-ce que c'est encore une vraie réalité aujourd'hui? Alors oui, c'est clairement une réalité. Le point, alors, si on a des métiers qui sont très genrés, au sein d'une même entreprise, ben, ma foi, on ne peut pas faire grand-chose puisqu'on a la vision au niveau d'une entreprise. On ne compare pas avec un marché, on ne compare pas avec d'autres entreprises. J'ai eu ce matin encore des discussions avec une entreprise où vous avez en gros, c'est une société qui est industrielle avec un métier au niveau industriel où c'est principalement des femmes qui ont un salaire faible. Et puis la direction, ce sont des hommes avec un salaire plus élevé. Vous n'avez pas de femmes au niveau de la direction et vous avez très peu d'hommes au niveau de la production. Typiquement, les discussions qu'on a eues ici, c'est de comprendre en fait l'évolution du salaire. Parce qu'on peut voir, par exemple, sur cet exemple que j'avais ici, mais on voyait que plus les femmes avaient une augmentation en termes d'expérience, plus le salaire faisait une courbe qui montait, qui après redescendait. Alors que les hommes, la courbe, elle est plutôt dans l'autre sens. Donc, quand bien même on a des éléments plus genrés, ce qui peut être intéressant de regarder, c'est pas forcément simplement le genre, mais c'est de voir la tendance, de voir comment est-ce qu'on se positionne sur ces éléments-là et d'essayer de les comprendre. C'est aussi ce que M. Raté a mentionné aussi, c'est qu'on va regarder des salaires plutôt individuels, alors que la loi, elle, va regarder des salaires au niveau global entre l'ensemble des femmes et l'ensemble des hommes. Donc, on ne va pas regarder les discriminations éventuellement individuelles. Mais oui, ça existe encore. Après, vous avez parlé de quelque chose de très important quand vous avez défini la valeur du travail. On parle de l'expérience, on parle de l'ancienneté. On a quand même un phénomène en Suisse particulièrement où les femmes font des longues pauses maternité. Donc, quelque part, il y a quand même cet aspect, le manque d'ancienneté quand elles retournent au travail. Est-ce que les entreprises n'ont pas intérêt justement ou à les empêcher de s'arrêter ou à proposer des programmes de reprise rapide du travail après un congé de maternité? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous pensez que les entreprises doivent travailler? Alors, je pense que c'est un élément central pour les entreprises, puisque une discussion alors c'est pas une discussion que j'ai eue personnellement avec une entreprise, mais je discutais avec un expert en termes d'égalité salariale la semaine passée, et puis il intervenait dans une entreprise, et puis il me disait, on avait deux personnes. On avait un homme et une femme qui ont la même fonction, mais le salaire était fortement différent. Et quand je dis fortement différent, ce qu'il mentionnait, c'était qu'on avait une différence de salaire qui était aux alentours de 40%. Et puis, quand ils ont eu des discussions, c'était de dire oui, mais elle a arrêté de travailler, donc elle n'était pas là pendant plus longtemps, alors que la personne, elle a travaillé encore plus, etc. Et puis, il a posé une question à l'entreprise que j'ai trouvé très bien, c'est de dire, est-ce que le travail de cette personne, femme, est différent du travail de cette personne, homme? S'il n'est pas différent, il n'y a pas de raison d'avoir une différence de salaire. D'où la nécessité justement d'avoir aussi des plans, de pouvoir, entre guillemets, récupérer le manque d'activité pendant une certaine période. Mais techniquement, si la personne fait le même travail et un travail de valeur égale, la personne devrait avoir un salaire égal. Et ces éléments de maternité ou autres ne doivent pas rentrer en considération normalement. C'est du reste pas un facteur d'évaluation de l'analyse.
On ne prend pas en considération, disons, maternité ou pas. Oui, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Une question que Madame Favre a posée dans la chat box, elle disait justement, est-ce qu'on peut comparer la valeur lorsqu'une personne est en partie payée au mérite, quand on a un bonus, des heures qui sont facturées, comment on définit la valeur du travail et du salaire à ce moment-là? C'est pas si simple. Alors, si c'est de mon côté, c'est simple, puisque la méthodologie dit il faut faire comme ça et on fait comme ça. Après, est-ce que c'est logique? Peut-être moins. Dans le sens que la méthodologie et toutes les méthodologies qui sont développées sont faites pour essayer de couvrir le maximum de cas possibles et le maximum d'entreprises. Mais vous prenez une banque ou vous prenez une société horlogère ou vous prenez une société de conseil, le modèle va être complètement différent. Et du coup, on a un système qui doit correspondre à toutes les cas de figure possibles. Le point, c'est que si je prends la méthodologie qui est ici, tout ce qui est au niveau variable, par exemple, tout ce qui est des bonus, s'il y a des indemnités ou des éléments de ce type-là, la méthodologie dit on va prendre la moyenne des versements qui ont été effectués durant l'année qui est analysée pour certains paramètres. Et pour certains paramètres, on va dire on va prendre ce qui a été versé, mais on prend 1/12. Typiquement, le bonus, on prend 1/12. Si on a des indemnités spéciales, le travail de dimanche, ou le travail de nuit, ou le travail pénible et autres, on va prendre tout ce qui a été versé, on va faire une moyenne pour présenter une moyenne mensuelle. Donc, on va prendre ces éléments en considération. Le bonus, c'est une des faiblesses, entre guillemets, ou cette part variable. La faiblesse vient qu'on ne prend qu'un seul 12e de ce montant-là. Mais ça, c'est simplement parce que il n'existe pas d'élément central au niveau suisse, de dire comment est-ce qu'on évalue la performance d'une personne. Parce qu'en principe, le bonus est lié avec la performance. Je veux dire, je pourrais poser la question à la Société Générale, l'évaluation des employés, s'il y a une note qui se fait entre 1 et combien c'est, je ne sais pas comment est-ce que vous évaluez la performance chez vous. Mais tout dépend vraiment des critères qu'on met en place pour définir en fin de compte cette performance et du coup le bonus qui en découle. Je pense que Brice peut nous en parler. C'est ça, nous c'est une échelle de 1 à 5. Donc oui, je rejoins ce que dit M. Rigoli. En effet, c'est les éléments variables dans le cadre de cette analyse sont pondérés, ont moins d'importance que les éléments de rémunération fixe. Et si vous prenez une autre entreprise, il y aura peut-être à une échelle de 1 à 7. Et même chez nous, chez KPMG, on a changé de méthode d'année en année et le niveau a changé. Donc, c'est pour ça que vous n'avez rien qui est uniformisé au niveau suisse, d'où le fait qu'on prenne qu'une seule partie, puisqu'il n'y a pas ce paramètre d'évaluation qu'on peut quantifier dans le système. On a également une question qui vient de nous arriver, qui est pour vous, Cédric, notre expert. Marie-Agnès Comtal nous demande pour une entreprise de 50 employés, est-ce que vous recommandez Logib 1 ou Logib 2? Alors, Marie-Agnès a l'air d'être bien renseignée. Alors, expliquer qu'est-ce que c'est Logib 1, Logib 2. Au fait, la méthodologie Logib est la méthodologie de la Confédération. Et vous avez deux modules. Vous avez un module qui est pour les entreprises avec plus que 50 employés, enfin 50 employés et plus, on va dire plutôt. Et vous avez un deuxième module qui est pour les entreprises de 2 à 49 employés. Donc, c'est ça, en fait, quel module on va choisir. Le point pour moi, c'est que pour choisir le module, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'employés que l'on analyse exactement dans la méthodologie. Dans le sens que l'exemple que j'ai eu dernièrement, vous avez une entreprise de 150 employés. Par contre, sur les 150 employés, vous en avez une grande quantité qui sont les expatriés, qui sont exclus de l'analyse, et vous avez des apprentis qui sont exclus de l'analyse, etc. Et lorsque vous prenez toute la population, le nombre d'employés qui doivent être réellement analysés, vous en avez 48. Donc, si vous prenez, j'ai plus que 100 travailleurs, donc je dois utiliser tel module, ce qui est important, ce n'est pas le nombre d'employés que vous avez à la base, c'est le nombre d'employés qui seront pris en compte dans l'analyse. Donc, si vous avez 50 employés et que l'analyse porte sur 50 employés, vous utilisez le module pour 50 employés et plus. Mais si vous devez en exclure quelques-uns, vous arrivez en dessous du seuil de 50, vous choisissez le module pour les plus petites entreprises. Très bien, Cédric. Je pense qu'on a répondu à cette question. Est-ce qu'en conclusion, vous pourriez nous indiquer quelles sont donc les solutions disponibles sur le marché pour les entreprises qui souhaitent réaliser une telle démarche? Vous en avez déjà un petit peu parlé.
Alors oui, mais juste avant de parler de ça, alors, juste sur le slide d'avant, c'est une expérience un peu personnelle. Alors, je ne suis pas du tout sur la photo, pour ceux qui me connaissent, qui voudraient essayer de me chercher, ce n'est pas le cas. Euh, Sachant que je suis une personne qui a le vertige, qui a peur des hauteurs, mais une fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la décision de se dire, je vais faire un saut en parachute. Et pour moi, l'expérience que toutes les entreprises vivent avec l'égalité salariale, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'avant de monter dans l'avion, avant de faire un saut, alors vous êtes confiant, vous dites que tout va bien se passer, vous êtes motivé, c'est super. Puis tout d'un coup, vous commencez à faire l'analyse de l'égalité salariale. Et puis vous dites, bon, OK, c'est bon, on va le faire, etc. Maintenant, vous allez vous équiper, vous allez mettre tout votre harnais, vous allez vous mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir monter dans l'avion. Puis là, vous commencez à avoir un peu peur parce que vous dites, oh là là, il n'y a pas tout qui fonctionne super bien, ou j'ai peur. Vous montez dans l'avion, la porte, elle s'ouvre, vous allez devoir sauter. Cette phase-là, de l'analyse d'égalité salariale, pour moi, c'est un peu en disant, ben voilà, on commence à creuser, c'est ce que M. Raté mentionnait, on n'a pas les niveaux de formation, donc il faut qu'on essaie de creuser, on commence à avoir des doutes, on commence à se poser des questions, est-ce que ça va jouer, ça ne va pas jouer, etc. Donc c'est un peu ce moment d'incertitude qui intervient. Puis à un moment donné, ben, il faut sauter, et puis, pour moi, c'était la délivrance parce que la crainte, je ne l'avais plus au moment où je devais sauter. Et dans le cas de l'analyse de l'égalité salariale, c'est lorsqu'on arrive sur la finalité, on voit un résultat avec toute la crainte qu'on a pu avoir. Et c'est l'élément, je pense, qui est assez intéressant à ce niveau-ci. Il y a toujours une phase de doute, puis après, on revient avec un peu plus de certitude. Et que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ça passera toujours par le même mécanisme. Si on parle des solutions disponibles sur le marché, c'est pour présenter aussi ce que M. Raté a mentionné. Vous en avez, de manière générale, vous en avez 4. Alors, la terminologie que j'ai utilisée ici, c'est la terminologie pour les services que l'on effectue pour KPMG. Vous avez la partie de gauche qui va être toute la phase préparatoire, donc c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de la préanalyse, en disant on veut voir comment est-ce que ça fonctionne. On va regarder également les processus, la politique RH. Donc, on va aller plus en détail que simplement de dire on met des chiffres et on obtient un résultat. Vous avez la méthode d'analyse. Alors, entre la préanalyse et l'analyse, d'une certaine manière, c'est la même chose. Simplement que l'analyse, c'est le document final qui sera utilisé pour voir ce qu'il y a égalité ou pas. Et puis après, vous avez plutôt les dimensions qui sont au niveau de l'audit. Est-ce que Société Générale a fait? Ils ont pris avec un prestataire ces deux modules-là. Le premier, c'est le module de vérification, où on va aller regarder le travail qui a été effectué. Donc, on est sur le respect des exigences légales. Donc, c'est la vérification obligatoire, si on veut. Et puis après, vous avez le module de certification. Donc, c'est une étape plus loin. Vous avez un certificat qui est Employer of Choice, par exemple, et qui va vous donner, non pas seulement de dire est-ce que vous respectez l'égalité au niveau des salaires, mais on va beaucoup plus loin en se disant on va regarder encore les processus, on va faire des recommandations, et il y a une analyse qui se fait chaque année pour pouvoir voir est-ce que vous respectez sur la durée. Donc, c'est un engagement qui est plutôt sur la durée que l'aspect de la vérification qui est plutôt ponctuel avec la vérification légale. Donc ça, c'est ce que l'on trouve généralement sur le marché. Et pour moi, ce qui est plus important pour les entreprises, c'est de trouver quel est l'élément central pour leurs besoins en termes de développement. Parce que la tendance qu'on voit honnêtement actuellement, c'est que la vérification de l'égalité salariale, au début, c'était de dire on va le faire, puis comme ça, on a respecté la loi. Alors que maintenant, la tendance est plutôt de pousser sur des étapes plus lointaines avec beaucoup plus de questionnement et de remise en cause des pratiques passées.